Les anciens textes indiens évoquent des chars richement ornés, voire des palais entiers, connus sous le nom de Vimana, capables de s'élever dans les airs et de parcourir, en quelques secondes, des distances allant jusqu'à l'espace. Si certains considèrent ces Vimana comme relevant exclusivement de la mythologie indienne, d'autres estiment qu'ils pourraient s'inspirer d'une technologie véritable, perdue au fil des siècles. Selon les textes de l'ancien Veda indien, il existait des Vimana variés, comme le Vimana éléphant doté de plusieurs moteurs, ainsi que de nombreux modèles portant des noms d'animaux ou d'oiseaux. Certains étaient conçus pour des trajets locaux, d'autres pour voyager à l'étranger, et d'autres encore pour explorer la Lune ou d'autres planètes. Ils pouvaient atteindre des vitesses stupéfiantes. L'un des Vimana possédait la capacité exceptionnelle de se rendre invisible. Un autre, en forme de sphère, était propulsé par les vents de Mercure. Ce modèle aurait produit un rayon immense, comparable à celui du Soleil, et un bruit retentissant semblable au tonnerre. Tous les Vimana étaient réputés indestructibles et parfaitement adaptés au combat. Pour piloter un Vimana, il fallait maîtriser un ensemble de connaissances, comparables à celles requises pour un pilote d'avion moderne, et regroupées en 32 secrets. Ils incluaient la structure de l'engin, les techniques de décollage et de manœuvre en toute sécurité, ainsi que des savoir-faire spécifiques comme comment se rendre visible ou invisible, comment se dissimuler, comment être rapide, ou encore comment gérer les phénomènes de contraction et d'expansion. Pour échapper à ses adversaires, le pilote d'un Vimana devait se hisser jusqu'à la 8e couche atmosphérique au-dessus de la Terre et tirer parti de la puissance des rayons solaires obscurs. Si cette consigne peut paraître étrange, d'autres instructions, plus plausibles, conservent une certaine pertinence dans le contexte de l'aéronautique moderne. Certaines sections des textes dédiés aux Vimanas mettent en lumière des aspects tels que les itinéraires de vol, la formation des pilotes, la navigation, mais également les tenues appropriées pour ces derniers, ainsi que les aliments recommandés pour de longs trajets. Ces écrits recèlent également des informations techniques détaillées sur l'utilisation de métaux absorbant la chaleur, les types de métaux employés et leurs points de fusion. Les défenseurs de l'idée que les Vimanas étaient plus que de simples mythes estiment que les anciens Indiens n'auraient probablement pas consacré autant de précision à une vulgaire légende. Ainsi, ces palais volants pourraient avoir été réels et extraordinairement en avance sur leur temps, à l'image de nombreuses autres inventions indiennes. Au VIe siècle avant notre ère, un chirurgien indien du nom de Sushruta a rédigé ce qui est considéré comme le premier manuel de médecine et de chirurgie. Surnommé le père de la chirurgie pour ses contributions, Sushruta a catalogué des centaines de plantes médicinales et décrit des interventions chirurgicales complexes. Il a notamment consigné des instructions pour des reconstructions nasales, ainsi que des greffes de peau transférées d'une partie du corps à une autre. La technique originale de rhinoplastie, qui consistait à prélever un fragment de peau sur le front pour reconstruire un nez, demeure utilisée aujourd'hui. Toutefois, à l'époque, cette intervention répondait à des besoins très différents de ceux d'impressionner le public des réseaux sociaux. Ces chirurgies étaient destinées à aider des individus ayant perdu leur nez en raison d'un châtiment ou de blessures subies au combat. C'est à un prodige des mathématiques indiens de l'Antiquité, nommé Aryabhata, que nous devons l'invention du zéro. Bien qu'elle puisse paraître anodine, cette découverte a été cruciale, car sans elle, il n'existerait ni système binaire, ni ordinateur. Avant le 5e siècle de notre ère, les gens se contentaient d'un simple symbole pour indiquer l'absence de valeur. Grâce à cette invention, l'addition, la soustraction et bien d'autres opérations sont devenues infiniment plus simples. Vous pouvez observer le plus ancien zéro connu, gravé sur le mur d'un temple de Gwalior, en Inde. Dès 1500 avant notre ère, voire plus tôt, la civilisation de la vallée de l'Indus utilisait des règles en ivoire. Ces instruments, retrouvés lors de fouilles sur les sites de l'actuel Pakistan et du nord-ouest de l'Inde, étaient couramment employés en architecture avec une précision remarquable. Chaque règle comportait des unités mesurant un peu plus de 3 cm, minutieusement divisées en sous-unités précises, jusqu'à une tolérance de 2 millièmes de centimètre. L'invention suivante relève davantage du concept que de l'objet tangible. La standardisation consiste à fixer des règles communes en s'appuyant sur un ensemble de critères, qu'ils soient humains, matériels ou d'intérêts variés. L'une de ces applications les plus notables, à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués, est celle des poids standardisés. Que l'on utilise des livres ou des kilogrammes, ces mesures universelles sont essentielles, n'est-ce pas? Pour cela, nous devons un grand merci aux marchands de la civilisation arapéenne, qui vivaient il y a près de 4000 ans. Ces derniers utilisaient des poids standardisés pour mesurer aussi bien des céréales que des produits de luxe. Leur système de mesure reposait sur des bases mathématiques décimales et binaires. Bien qu'ils n'aient pas disposé de technologies avancées,
Ils ont atteint une précision remarquable grâce à des calculs complexes et à l'utilisation ingénieuse de matériaux tels que le sable pour la construction. Leur expertise en matière de standardisation s'est diffusée jusqu'en Perse et en Asie centrale, devenant ainsi une norme mondiale en matière de pesée. Si le yoga est votre pratique favorite, vous avez une excellente raison de rendre hommage aux anciens sages indiens. Le yoga a été mentionné pour la première fois dans les Védas de la civilisation de l'Indus-Sarasvati, dans le nord de l'Inde, il y a plus de 5000 ans. Avec le temps, cette discipline a été perfectionnée et enrichie, devenant une vaste philosophie comprenant plus de 200 écrits sacrés consacrés à l'art d'atteindre l'illumination. Au début de notre ère, le yoga a pris une nouvelle dimension grâce à l'écrivain hindou Patanjali, qui a structuré la pratique dans son œuvre, les Yoga Sutras. Cette discipline s'est transformée en une méthode complète de rajeunissement du corps et en une pratique visant à prolonger la vie, avec des postures que l'on continue à exécuter sur les tapis d'aujourd'hui. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le yoga a gagné le monde occidental, où il s'est rapidement propagé. Le jeu d'échecs, souvent considéré comme le jeu de prédilection des intellectuels, est également une invention indienne. Son ancêtre, connu sous le nom de Chaturanga, était un jeu de stratégie sur plateau qui a commencé à se populariser environ 3000 ans avant notre ère. Cette version primitive des échecs se jouait à 4 joueurs au lieu de 2 et comportait 64 cases. Chaque participant disposait de 8 pièces, allant des pions au roi, en passant par les fous et les cavaliers. À cette époque, on n'utilisait pas de dés classiques à 6 faces, mais un dé oblong. Les joueurs qui s'affrontaient étaient en réalité regroupés en 2 équipes selon leur position. La version moderne des échecs, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve mention pour la première fois dans une légende de l'ancienne littérature indienne. Selon cette histoire, l'épouse du démon Ravana aurait inventé le jeu afin de divertir son époux. Le mot shampooin trouve son origine dans un terme hindi signifiant apaiser ou pétrir. Cette substance, inventée en Inde en 1762, servait à l'origine pour les massages crâniens, d'où son nom. Le premier shampoing était composé d'huile naturelle et de plantes. Les commerçants britanniques, séduits par cette idée, l'ont ramené en Angleterre. Puis il aura fallu plusieurs années pour que cette huile de massage évolue en shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais son origine reste indienne. Contrairement aux Grecs anciens, qui portèrent des peaux d'animaux, les Indiens ont commencé à cultiver le coton dès les 5e et 4e siècles avant notre ère. Ils utilisaient des fils de coton pour fabriquer des textiles, qui devinrent rapidement très prisés en Méditerranée et au-delà. Le jute et la laine trouvent également leurs racines en Inde. Le Cachemire, célèbre pour être la laine la plus fine et la plus luxueuse, provient de la région du même nom, située à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de la Chine. Quant aux boutons ornant ces vêtements de Cachemire, ils ont également une origine indienne. Il y a environ 5000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus transformait des coquillages en forme géométrique percés de petits trous. Ces ornements, d'abord purement décoratifs, furent ensuite utilisés pour attacher les vêtements. Lorsque l'on évoque les pionniers de la communication radio, le nom de Marconi est souvent celui qui domine. En 1909, il a même reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux révolutionnaires. Pourtant, un autre génie, longtemps resté dans l'ombre, mérite d'être reconnu. Sir Jagdish Chandra Bose. Dès 1895, Bose a démontré le potentiel des ondes de communication radio. Lors d'une expérience à l'hôtel de ville de Calcutta, il a transmis une onde électromagnétique sur une distance de 23 mètres, traversant des murs, déclenchant une cloche et enflammant même de la poudre à canon. Marconi s'est inspiré de l'invention de Bose, le cohéreur à mercure, pour développer sa propre radio bidirectionnelle. Hélas, Bose n'a pas breveté son invention, et il n'a obtenu la reconnaissance de son génie qu'1 siècle plus tard. Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la Grande Pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est. Ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près, la grande excavation de Zawiet El Aryan et la pyramide de Kaaba.
Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zaouiet el Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés. Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant, mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua. Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides, ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose. Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant. La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau. Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant. Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle, de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient
et échangèrent les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momies, des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte, et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans. Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments. Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares, mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Hekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense, c'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais, assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies. Stonehenge n'était pas un sanctuaire mystique permettant de voyager à travers le temps. Il fut en réalité édifié dans l'espoir de façonner un avenir différent. De récentes recherches ont révélé que ce monument aurait probablement été conçu comme un moyen de rassembler les Bretons insulaires durant une période de division. L'élément central de cette hypothèse repose sur la pierre de l'autel, la plus emblématique du site. Pendant des années, les scientifiques ont supposé que les pierres composant Stonehenge, dont la pierre de l'autel, provenaient des collines de Preseli, situées non loin, dans le pays de Galles. Ainsi, le site aurait été l'œuvre d'une communauté locale, en l'occurrence des peuples néolithiques, ayant exploité des matériaux facilement accessibles pour ériger un tertre cérémoniel, un calendrier solaire et un site funéraire réunis en un seul lieu. Cette certitude a été ébranlée par une découverte majeure. En 2018, des études avancées ont révélé que la pierre de l'autel provenait en réalité de la région de la Taille, dans le nord-est de l'Écosse, soit à plus de 640 km du site de Stonehenge.
Des pierres similaires ont été identifiées dans des monuments écossais. En effet, la pierre de l'autel appartient à la catégorie des pierres couchées, disposées à l'horizontale. Or, ces structures se retrouvent fréquemment dans des cercles mégalithiques en Écosse et sont une particularité propre à la région. Cette découverte a suscité de nouvelles réflexions parmi les archéologues. Peut-être Stonehenge ne se limitait-il pas à un projet local, mais représentait-il plutôt une entreprise commune impliquant diverses tribus réparties à travers toute la Grande-Bretagne. Pour mieux saisir cette hypothèse, il faut remonter à environ 3000 avant notre ère, une époque où la Grande-Bretagne ne constituait pas encore une entité politique unifiée. Elle était alors morcelée en une mosaïque de tribus, notamment issues d'Europe du Sud et de l'Est, chacune préservant ses propres traditions et croyances. En tant qu'île, la Grande-Bretagne a connu de nombreux bouleversements démographiques. Sa population était principalement composée d'agriculteurs, descendants de peuples venus du Moyen-Orient, qui s'étaient établis sur ces terres il y a environ 6000 ans. Ce groupe prospéra jusqu'en 2500 avant notre ère, moment où une nouvelle vague migratoire, originaire des régions correspondant aux actuels Pays-Bas et à l'Allemagne, fit son apparition. Ces nouveaux arrivants, désignés sous le nom de culture campaniforme, furent à l'origine d'un profond bouleversement démographique qui marqua la fin du néolithique et les périodes qui suivirent. Leur appellation provient d'un type distinctif de céramique qu'ils confectionnaient et qu'ils utilisaient notamment pour accompagner leurs défunts dans leur dernier voyage. Il est fort probable que les habitants autochtones aient mal accueilli ce repeuplement de leur territoire. Selon les chercheurs, Stonehenge aurait ainsi été érigé comme une tentative de rassemblement des populations néolithiques originelles et de réaffirmation de son emprise identitaire sur ces terres en mutation. L'édification du site aurait nécessité des efforts considérables, notamment pour transporter la pierre de l'autel depuis l'Écosse, sans bénéficier d'avancées technologiques comme la roue. Certes, celle-ci avait déjà été inventée en basse Mésopotamie. Mais faute de connexion au débit, les Bretons de l'âge de pierre en ignoraient encore l'existence. Face à cette crise territoriale, les communautés locales auraient mobilisé leurs ressources pour déplacer cette pierre jusqu'à la plaine anglaise de Salisbury, dans une tentative de réunification symbolique. Stonehenge n'a pas été construit d'un seul tenant. Son histoire remonte à environ 3000 avant notre ère, époque où le site se réduisait à un simple fossé circulaire bordé d'un talus, une structure connue sous le nom de henge. En son centre, des rondins de bois avaient été érigés, accompagnés peut-être de sculptures totémiques. Ce premier état du monument n'était pas encore marqué par la présence de pierres. Il servait vraisemblablement de lieu rituel et de sépulture. Des fosses de crémation datant de cette période y ont été mises au jour, faisant de Stonehenge le plus ancien site funéraire connu de Grande-Bretagne. Ce n'est qu'aux alentours de 2600 avant notre ère que les pierres bleues firent leur apparition. Cette appellation peut prêter à confusion, car ces roches ne sont pas vraiment bleues. Toutefois, lorsqu'elles sont fraîchement fracturées, elles révèlent la teinte bleuâtre qui leur a valu ce nom. Ces roches plus modestes proviendraient vraisemblablement des monts Preseli, situés dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Certains chercheurs avancent que les peuples anciens attribuaient aux pierres bleues des vertus curatives. Dès lors, il n'est pas anormal de supposer que cette croyance ait motivé les efforts considérables pour les acheminer jusqu'aux plaines de Salisbury. Vers 2500 avant notre ère, Stonehenge commence à prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est à cette période que les imposantes pierres de Sarsen font leur apparition. Ces blocs colossaux, qui composent le célèbre cercle extérieur du monument, peuvent peser jusqu'à 25 tonnes chacun, soit l'équivalent de 3 éléphants d'Afrique empilés. On suppose également que c'est à ce moment-là que la pierre de l'autel aurait été transportée depuis l'Écosse pour être placée au cœur du site. La pierre de l'autel est la plus imposante des pierres bleues utilisées dans l'édification de Stonehenge. Aujourd'hui, elle repose à l'horizontale, au pied du plus grand trilithe du monument. Pour rappel, les trilithes désignent ces structures formées de 2 menhirs surmontés d'une pierre horizontale, constituant ainsi les arches les plus reconnaissables du site. C'est ici que l'histoire prend une tournure inattendue. Pendant près d'un siècle, les scientifiques ont cru que la pierre de l'autel provenait des collines de Preseli, tout comme les autres pierres bleues. Cela semblait logique. Si ces blocs étaient déjà transportés depuis le pays de Galles, pourquoi ne pas y prélever aussi une pierre particulière pour en faire un autel ? Toutefois, cette théorie s'est effondrée en 2018, lorsqu'une équipe de chercheurs a approfondi les analyses. Grâce à des techniques géochimiques avancées,
Ils ont pu déterminer avec précision l'origine du grès constituant la pierre de l'autel. Il s'est avéré que celle-ci ne provenait pas du pays de Galles. Les résultats ont, en réalité, orienté les chercheurs vers le nord, plus précisément vers le bassin des Orcades, dans le nord-est de l'Écosse, à 640 km de Stonehenge. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de l'histoire du site. Mais comment ces pierres ont-elles été transportées sur une telle distance? Une ancienne hypothèse, appelée « route de glace », suggère qu'elles auraient pu être déplacées, grâce à des chemins glacés naturels formés en hiver, permettant de les faire glisser sur de longues distances. Toutefois, pour un trajet excédant les 160 km, cette théorie semble peu réaliste. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse a été réfutée, car le climat de l'époque était plus chaud qu'aujourd'hui. Une autre théorie suggère que les pierres auraient été acheminées par voie fluviale, flottant depuis la carrière jusqu'au site. Toutefois, les blocs de sarsen sont bien trop massifs pour pouvoir être transportés ainsi. Cette théorie s'effondre donc. En définitive, nul ne sait avec certitude comment ces pierres ont été acheminées. Les recherches menées à Stonehenge ont également révélé des informations fascinantes. Un relevé laser récent a permis d'identifier différentes techniques de taille de la pierre et a mis en évidence des écarts notables dans la finition du monument. Certaines sections ayant manifestement fait l'objet d'un soin particulier. On a notamment constaté que la face nord-est et les surfaces internes des trilithes centraux avaient été soigneusement polies. À titre d'information, le terme trilithe, d'origine grecque, signifie simplement « trois pierres ». Mais peut-être êtes-vous plus coutumier des dolmens qu'affectionne particulièrement l'irréductible Obélix? Toutefois, la véritable énigme, et sans doute la raison de la renommée mondiale de Stonehenge, réside dans sa fonction première. L'ensemble de son agencement semble avoir été méthodiquement conçu pour s'aligner avec les cycles solaires. L'architecture du site est particulièrement en phase avec les solstices, ces moments où l'on observe les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Lors du solstice d'été, le soleil se lève dans un alignement parfait avec la Hillstone, projetant ses rayons directement au centre du cercle de pierre. Un spectacle grandiose, qui devait impressionner son ancien public. C'est toutefois le solstice d'hiver qui semble avoir un lien privilégié avec la pierre de l'autel. Ce jour-là, au moment du coucher du soleil, les rayons viennent précisément s'aligner avec cette pierre centrale. Pour ces bâtisseurs, cet alignement allait bien au-delà d'un simple phénomène astronomique. Il portait sans doute une signification spirituelle et ancestrale profonde. La pierre de l'autel, baignée par la lumière du couchant, pouvait être perçue comme un passage entre les mondes. Un lien entre les vivants et leurs ancêtres, entre la Terre et le cosmos, entre le présent et l'éternité. Dans une époque dépourvue de calendrier, d'horloge ou de moyens de prévision météorologique, les solstices rythmaient l'existence. Ils régissaient les cycles agricoles autant que les rites spirituels. Ainsi, Stonehenge n'était pas seulement une prouesse architecturale, mais peut-être aussi une manière de préserver et d'honorer un héritage ancestral au sein d'un monde en perpétuelle transformation. Les chercheurs ont mis au jour le plus vaste réservoir d'eau de la chaîne des Cascades, dans l'Oregon. Dissimulé sous terre, il renferme un volume d'eau représentant plus du double de celui du lac Mead. Pour être précis, il contient au minimum 81 km3 d'eau, soit l'équivalent de près de 162 000 milliards de bouteilles. À raison d'une bouteille par jour, il vous faudrait environ 484 milliards d'années pour en venir à bout. Il n'est donc guère surprenant que cette découverte suscite tant d'enthousiasme. S'étendant sur environ 1100 km, de la Californie du Nord jusqu'à la Colombie-Britannique, la chaîne des Cascades abrite l'aquifère le plus vaste au monde. Les Hautes Cascades, situées en Oregon, sont constituées de roches volcaniques plus récentes, âgées d'environ 8 millions d'années, tandis que les cascades occidentales, bien plus anciennes, remontent à 45 millions d'années. Elles se distinguent par leur profond canyon. Les chercheurs se sont penchés sur la zone de transition entre ces deux formations, afin d'analyser la circulation de l'eau au sein de la roche et d'étudier l'évolution des processus volcaniques au fil du temps. Dans le cadre de cette étude, ils ont relevé les températures des roches à différentes profondeurs. C'est ainsi qu'ils ont fait la découverte de cet immense aquifère souterrain. En principe, la température des roches augmente avec la profondeur, car elles se rapprochent du noyau terrestre. Pourtant, dans certaines zones, elles restent étonnamment stables, même à de grandes profondeurs.
Ce phénomène indique la présence d'eau circulant à travers la roche et la refroidissant. En d'autres termes, les cascades agissent comme un château d'eau naturel, retenant puis libérant progressivement l'eau vers les rivières. Ces découvertes géologiques revêtent une importance capitale pour deux raisons. D'une part, elles révèlent une réserve d'eau souterraine susceptible de devenir une ressource stratégique pour l'avenir. Toutefois, son évolution et sa capacité à résister aux transformations environnementales demeurent incertaines. Il est donc indispensable de mener des recherches approfondies afin d'en assurer une gestion efficace et pérenne. Par ailleurs, l'activité volcanique est également influencée par ce phénomène. Lorsque l'eau s'infiltre profondément et atteint le magma, elle se vaporise instantanément, générant une pression extrême pouvant provoquer des éruptions explosives. Une meilleure compréhension du volume d'eau retenu dans la roche permettrait d'anticiper ces éruptions et d'évaluer les risques qu'elles engendrent. Bien que cette découverte soit fascinante, elle soulève encore de nombreuses interrogations. Par exemple, comment cette eau circule-t-elle dans la roche volcanique? Quelle part est réellement exploitable? Ce réservoir étant alimenté par les précipitations et la fonte des neiges, une succession d'années sèches pourrait autant affecter l'approvisionnement en eau que la stabilité du volcan. Les chercheurs s'emploient à mieux cerner l'ampleur de ce phénomène afin d'en assurer une gestion responsable. Penchons-nous maintenant sur la chaîne des cascades, une véritable merveille géologique. Imaginez un imposant massif montagneux s'étirant de la Californie du Nord à la Colombie-Britannique, traversant l'Oregon en son cœur. Rien que dans cet état, il s'étend sur 420 km de long et jusqu'à 150 km de large, couvrant près de 44 000 km², soit une superficie excédant celle des 9 plus petits États américains. Ce qui rend cette chaîne encore plus impressionnante, c'est que la partie qui se trouve en Oregon a été essentiellement façonnée par des volcans et renferme au moins un réservoir d'eau prisonnier des roches volcaniques. Elle doit son existence à la zone de subduction de Cascadia, où la plaque tectonique Juan de Fuca, un fragment de croûte terrestre situé sous l'océan Pacifique, s'enfonce progressivement sous l'Amérique du Nord. En plongeant, cette plaque subit des températures et des pressions extrêmes qui expulsent l'eau contenue dans la roche océanique. Ce phénomène abaisse le point de fusion du manteau terrestre, favorisant ainsi la formation de magma. Celui-ci remonte ensuite et alimente les volcans des cascades. Ce processus s'inscrit dans la ceinture de feu, vaste réseau volcanique entourant le Pacifique, et illustre la dynamique permanente de ce gigantesque système géologique. Les cascades de l'Oregon se divisent en deux ensembles distincts, les cascades occidentales et les hautes cascades, qui présentent des caractéristiques très différentes. Les cascades occidentales, la partie la plus ancienne, se sont formées il y a environ 45 millions d'années. Elles se distinguent par un relief escarpé, profondément creusé par les cours d'eau, certains canyons atteignant jusqu'à 1100 mètres de profondeur. Autrefois le siège d'une intense activité volcanique, cette région a depuis été façonnée par l'érosion, qui en a progressivement remodelé le paysage. À l'inverse, les hautes cascades sont nettement plus récentes et bien moins érodées. Il y a environ 8 millions d'années, l'activité volcanique s'est déplacée, entraînant de nouvelles éruptions qui ont comblé d'anciens canyons et adouci le relief. L'accumulation continue de lave a empêché les rivières de creuser des vallées aussi profondes que dans les cascades occidentales, conférant à cette zone un aspect plus homogène. Ainsi, lorsqu'on compare ces deux régions, l'une apparaît fracturée et chaotique, tandis que l'autre semble plus uniforme et édifiée par les éruptions successives. C'est dans les hautes cascades que se trouvent certains des volcans les plus emblématiques de l'Oregon, notamment le mont Hood, le mont Jefferson, les Three Sisters et le Crater Lake. Ce dernier étant issu de l'effondrement du mont Mazama après une gigantesque éruption. Contrairement aux petits volcans qui surgissent brièvement et crachent un peu de lave avant de disparaître en quelques années, ces vastes centres volcaniques sont actifs depuis des millénaires. Et en raison de leur grand âge, ils abritent des systèmes magmatiques d'une grande complexité. Ils produisent une large variété de magmas, allant du basalte, une lave fluide et rapide, à l'andésite, la dacite et la rhyolite, cette dernière étant responsable des éruptions les plus violentes. Ainsi, si certains volcans se contentent de laisser échapper des coulées de lave, d'autres sont susceptibles de provoquer des explosions d'une ampleur dévastatrice. Un autre aspect fascinant de ces volcans à la longévité exceptionnelle est que leurs chambres magmatiques souterraines conservent leur chaleur extrêmement longtemps. C'est d'ailleurs ce qui fait des cascades l'un des meilleurs sites pour exploiter l'énergie géothermique. Une immense réserve de chaleur repose juste sous la surface, attendant d'être utilisée. Sans oublier le réservoir d'eau volcanique des cascades,
dont l'avenir pourrait bien révéler des usages encore insoupçonnés. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les cascades appartiennent à la redoutable ceinture de feu, la zone la plus explosive de notre planète. Imaginez un gigantesque arc en forme de fer à cheval, encerclant l'océan Pacifique sur environ 40 000 km. Il s'agit de l'une des régions les plus actives du globe, où les plaques tectoniques de la Terre se déplacent sans cesse, s'entrechoquant et s'enfonçant les unes sous les autres. Ce processus est à l'origine de séismes d'une puissance inouïe, d'éruptions volcaniques majeures et de la formation de profondes fosses océaniques. La ceinture de feu suit les lignes de contact entre plusieurs plaques, parmi lesquelles on trouve les plaques eurasiennes, nord-américaines, Juan de Fuca, Cocos, Caraïbes, Nazca, Antarctique, indienne, australienne et philippine. Elles encerclent à elles toutes la vaste plaque pacifique. Ces plaques ne restent jamais immobiles, elles se déplacent continuellement, s'affrontant ou glissant les unes sous les autres au niveau de leurs frontières, connues sous le nom de failles. Ce mouvement engendre une diversité de phénomènes spectaculaires. Des fosses abyssales aux volcans en passant par des séismes dévastateurs. Un des exemples les plus impressionnants de cette activité tectonique est la fosse des Mariannes, située à l'est de Guam. Avec une profondeur de 11 km, elle est la fosse océanique la plus profonde du globe. Elle résulte d'un phénomène appelé subduction, dans lequel une plaque est contrainte de plonger sous une autre, s'enfonçant progressivement dans le manteau terrestre. La fosse des Mariannes reste l'un des lieux les plus énigmatiques sur Terre. D'une profondeur vertigineuse, elle est soumise à une pression écrasante et à une obscurité totale, ce qui a longtemps laissé penser que la vie y était impossible. Pourtant, des formes de vie ont été découvertes dans ces abysses. En 2005, des chercheurs ont mis en évidence l'existence de minuscules organismes unicellulaires dans le Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Ils ont également observé d'étranges concombres de mer, ainsi que des formations rocheuses aux teintes inattendues. De plus, la fosse abrite des cheminées hydrothermales, véritables sources chaudes sous-marines, où l'eau, malgré des températures extrêmes et une acidité redoutable, parvient à soutenir des formes de vie insolites et microscopiques. La ceinture de feu est également à l'origine de 90% des séismes mondiaux. Certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire y ont eu lieu, notamment le séisme de Valdivia au Chili en 1960, qui détient le record du plus puissant jamais enregistré, avec une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter. Mais l'activité sismique n'est qu'un aspect du phénomène. Cette zone concentre également près de 75% des volcans de la planète. Certaines des éruptions les plus marquantes de l'histoire y ont pris naissance, à l'image de la terrible explosion du Tambora en Indonésie. En somme, la ceinture de feu figure parmi les régions les plus hostiles du globe. Pourtant, elle demeure une source intarissable de fascination. Qui sait quelles découvertes majeures les scientifiques y feront encore, à l'image du gigantesque aquifère identifié dans les cascades. Des chercheurs ont récemment mis au jour des passages secrets conçus par Léonard de Vinci sous un château médiéval d'Italie. En s'appuyant sur un croquis du XVe siècle attribué à l'illustre maestro de la Renaissance, une équipe de scientifiques de l'Université Polytechnique de Milan, associée à Codevantech et au château Sforza, a révélé une merveille architecturale jusqu'ici inexplorée. L'édification du château des Sforza débuta en 1358, mais il fut détruit près d'un siècle plus tard lors d'une succession tumultueuse. En 1450, Francesco Sforza, duc de Milan, entreprit sa reconstruction sur les ruines de l'ancienne forteresse. À sa mort, son fils Ludovico en poursuivit l'embellissement, faisant appel aux plus grands artistes de son époque, dont Léonard de Vinci, auxquels furent confiées les fresques. Les peintures de Léonard, encore visibles aujourd'hui dans la salle de l'Axe, témoignent de son passage au château. Durant cette période, il répertoria également plusieurs passages souterrains dissimulés sous l'enceinte extérieure. L'un de ces croquis, daté entre 1487 et 1486, a été retrouvé à l'Institut de France. D'une précision remarquable, il atteste non seulement de l'intérêt profond de Léonard pour l'architecture militaire, mais aussi de son talent pour documenter les structures existantes. Les archives attestent que Ludovico Sforza fit creuser un passage souterrain menant directement à la basilique Santa Maria del Grazi, où reposait son épouse Béatrice d'Este. Leur mariage, célébré en 1491, fut heureux mais tragiquement écourté lorsque Béatrice mourut en couches en 1497.
Effondré par cette perte, le duc s'isola durant des semaines, laissant sa barbe pousser et ne portant plus que des vêtements noirs en signe de deuil. Le tunnel secret, dont la longueur avoisinait 800 mètres, lui permettait de se recueillir à l'abri des regards. Il aurait également pu servir à l'évacuation en cas de siège. Pendant des siècles, l'existence de ces souterrains demeura l'un des nombreux mystères de la Renaissance, aucune preuve formelle ne venant confirmer leur présence. Les scientifiques ont enfin levé le voile sur cette histoire longtemps restée secrète. Grâce à une combinaison de radars à pénétration de sol et de balayage laser, ils ont pu reconstituer un modèle 3D extrêmement précis des structures enfouies sous le château. Ils ont ainsi identifié les tunnels mentionnés par Léonard de Vinci dans ses esquisses, qui ne constitueraient peut-être qu'un fragment d'un vaste réseau souterrain encore méconnu. Leur ambition est d'élaborer une copie numérique intégrale du château, permettant de visualiser non seulement les constructions préservées, mais aussi celles disparues au fil du temps. Ils envisagent aussi d'intégrer la réalité augmentée au parcours virtuel, afin d'offrir aux visiteurs une immersion inédite dans les passages secrets conçus par Léonard de Vinci. Il demeure incertain que Léonard ait directement contribué à la construction des souterrains récemment mis au jour, mais son génie inventif ne fait aucun doute. En 1502, bien avant l'ère de la photographie et des satellites, il conçut l'une des cartes les plus précises de son temps. À cette époque, César Borgia, fils du pape Alexandre VI, fit appel à lui pour réaliser un plan remarquablement détaillé de la ville d'Imola, située près de Bologne. Jusqu'alors, la cartographie manquait de précision, faute de méthodes fiables pour retranscrire les distances à une échelle réduite. Plutôt que d'élaborer des cartes véritablement pratiques, les cartographes passaient un temps considérable à les enluminer de motifs comme des dragons, des roses, des châteaux majestueux et toutes sortes d'embellissements. Ces représentations s'apparentaient davantage à des œuvres picturales qu'à de véritables instruments de navigation. Cependant, César Borgia recherchait un outil véritablement fonctionnel, et Léonard révolutionna alors la cartographie. Si l'on compare aujourd'hui les images satellites d'Imola à son plan, la ressemblance est frappante. Il en retranscrivit fidèlement chaque ruelle, chaque courbe des voies, et même les dimensions exactes des bâtiments. Et il accomplit cet exploit entièrement à la main, se servant uniquement d'un crayon, d'une règle, d'un compas et de quelques-unes de ses propres inventions. Afin de recueillir toutes les données nécessaires, il arpenta les rues durant des semaines, muni d'un odomètre, une grande roue qui tournait au gré de ses déplacements et mesurait la distance parcourue grâce à un câble. Il s'appuya également sur une boussole magnétique pour déterminer les orientations avec exactitude. Il mit également au point un instrument nommé la bussola, conçu pour mesurer les angles au sein d'un cercle. Grâce à cet outil, il put analyser avec précision l'orientation des rues, la taille des intersections et la distance séparant les habitations des axes principaux. Une fois rentré, il s'appuya sur ses notes et ses calculs pour dessiner une carte à l'échelle, d'une précision remarquable. Dans ses travaux, Léonard utilisa aussi une technique élaborée par l'humaniste florentin Léon Battista Alberti. Ce dernier avait mis au point une méthode permettant d'inscrire une ville entière dans un cercle grâce aux coordonnées polaires. 8 lignes droites, convergeant vers un centre unique, représentaient les principales directions d'une boussole. Léonard appliqua ce système à la cartographie d'Imola, divisant la ville en 8 sections et n'omettant aucun bâtiment, même le plus insignifiant, ce qui fit de sa carte l'une des plus avancées de son époque. L'illustre inventeur nourrissait un rêve ambitieux, concevoir une machine permettant à l'homme de voler. Il observa minutieusement les oiseaux, les chauves-souris et les cerfs-volants afin d'en comprendre le déplacement dans l'air, puis il dessina une machine volante, l'ornithoptère. Selon lui, en imitant ses mouvements naturels, l'être humain pourrait s'élever dans les cieux. Son prototype évoquait l'apparence d'une chauve-souris, avec 2 grandes ailes effilées d'une envergure dépassant les 10 mètres. Pour garantir l'équilibre entre résistance et légèreté, il envisagea d'en fabriquer l'armature en bois de pin et de la recouvrir de soie brute. Le pilote de l'engin devait s'allonger à plat ventre sur une planche en bois située en son centre. L'activation des ailes nécessitait un pédalier relié à un système de tiges et de poulies, tandis qu'une manivelle supplémentaire permettait d'accroître la puissance. Un casque aérodynamique servait également à assurer le contrôle de l'appareil. En synchronisant les mouvements de ses mains et de ses pieds, le pilote aurait pu faire battre et pivoter les ailes, à l'image d'un oiseau en vol. Cependant, un obstacle majeur demeurait. La force humaine ne suffisait pas à générer la portance nécessaire au décollage. Si l'engin avait pu fonctionner une fois en altitude,
Il était en revanche impossible pour un individu seul de l'élever du sol. Léonard en avait sans doute conscience, mais son concept influença toutefois la conception des machines volantes imaginées quelques siècles plus tard. Léonard de Vinci fut en avance sur son temps avec nombre de ses inventions, mais son concept d'automate humanoïde se distinguait par son caractère visionnaire. Sous le patronage de la famille Sforza, connue notamment pour la construction des anciens tunnels, il imagina un chevalier mécanique capable de mouvoir ses bras, de pivoter la tête, et même d'ouvrir et fermer la bouche. Sa maîtrise de l'anatomie et des mécanismes du mouvement corporel lui permit de concevoir cette machine singulière. Son fonctionnement reposait sur un système externe de câbles, mis en action par une manivelle et complété par un ensemble d'engrenages internes. Environ 450 ans plus tard, dans les années 1950, les croquis détaillés du chevalier mécanique de Vinci furent redécouverts. Des chercheurs tentèrent alors de recréer ce robot à partir des dessins originaux. En 2002, un roboticien du nom de Mark Rosheim, ayant travaillé pour la NASA et Lockheed Martin, s'inspira de ces notes anciennes pour concevoir un modèle fonctionnel du chevalier mécanique de Vinci. Un autre projet conçu par Léonard pour le Duc Sforza était un pont innovant, pensé pour être démontable et facilement transportable. Destiné aux troupes en campagne devant franchir rivières et douves, ce pont était conçu pour pivoter au-dessus de l'eau et se poser sur l'autre rive. Il était équipé de roues et d'un système ingénieux de cordes et poulies, permettant de le monter et de le replier tout aussi vite. Pour en assurer la stabilité, il prévoyait l'ajout d'un contrepoids spécifique. Dans ses notes, Léonard décrivit son pont comme léger mais solide et en conçut plusieurs variantes pour le duc. Parmi ses autres créations figurait un modèle de pont à assemblage ultra rapide, conçu pour permettre aux troupes de franchir successivement plusieurs cours d'eau. Alors que les scientifiques poursuivent l'exploration des passages secrets imaginés par Léonard de Vinci, de nouveaux pans de l'histoire humaine émergent. Qui sait quelles autres merveilles architecturales enfouies restent encore à découvrir? Les grandes pyramides. Elles figurent parmi les 7 merveilles du monde antique et sont les seules à exister encore aujourd'hui. Saviez-vous que les pyramides de Gizeh n'étaient pourtant pas uniques en leur genre et qu'elles ne furent même pas les premières? Il y eut d'abord les moyennes pyramides, mais elles n'ont pas si bien marché. Bon, j'arrête de dire des sottises. Pour en revenir à notre histoire, dans l'Égypte ancienne, on croyait que les rois étaient choisis par les dieux pour servir sur terre en tant que médiateurs. Dans l'au-delà, ils étaient censés devenir eux-mêmes des dieux. Le complexe pyramidal fut donc construit pour que le roi dispose de tout ce dont il pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Il y avait la pyramide, un palais et des temples. Le tombeau du roi, dans la pyramide, était rempli de tout le nécessaire, des meubles, de la nourriture et des objets d'or. En fait, la première pyramide a été construite 80 ans avant la première pyramide de Gizeh. Au total, il y en avait une centaine. Certaines ne furent pas achevées, car la construction prenait du temps, et tous les pharaons ne vivaient pas assez longtemps pour voir la fin des travaux. Parlons maintenant de la construction elle-même. La plus grande des pyramides de Gizeh est aussi haute qu'un immeuble de 40 étages. Comment diable ont-ils réussi à construire une structure aussi massive il y a 5000 ans, bien avant l'apparition des machines et autres équipements? Nous allons voir ça. Le pharaon Khéops est monté sur le trône vers 2575 avant notre ère, et son architecte a commencé la construction de la plus ancienne et de la plus grande des pyramides de Gizeh. Il a calculé qu'il faudrait utiliser plus de 2 millions de blocs de calcaire pour construire la pyramide, chacun pesant environ 2,5 tonnes, soit à peu près le poids d'un rhinocéros. L'architecte voulait terminer la construction en 20 ans. Pour y parvenir, une pierre devait être transportée et placée toutes les 4 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, sauf les années bissextiles. Il est donc évident qu'il fallut beaucoup d'ouvriers pour réaliser ce projet. Beaucoup pensent que ce sont des esclaves qui ont travaillé sur le chantier de la pyramide, mais ce n'est pas vrai. Des ouvriers sont venus de toute l'Égypte pour contribuer au chantier, soit environ 25 000 personnes. Les Égyptiens effectuaient toutes sortes de travaux, du travail manuel à la fabrication d'outils en passant par le travail administratif. Ils travaillaient tous environ 10 heures par jour, étaient logés et bien nourris, et menaient globalement une vie plus confortable que celle qu'un Égyptien moyen pouvait s'offrir à l'époque. On suppose qu'ils vivaient dans une ville provisoire située non loin et qu'ils formaient une communauté organisée dirigée par un chef puissant.
Les pyramides semblent avoir été conçues pour s'aligner sur les points cardinaux, et leur côté symbolise les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les anciens Égyptiens calculaient eux-mêmes les directions, et ce avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils utilisèrent 2 constellations. Le chantier était situé sur la rive ouest du Nil. Cela avait également une signification symbolique. Le soleil se couche à l'ouest, et la vie devait nécessairement en faire autant. La 2e pyramide de Gizeh fut construite pour le fils de Khéops, le pharaon Khéphren. Elle est un peu plus petite, mais c'est elle qui abrite la célèbre statue du sphinx sans nez. Bien sûr, à l'origine, il avait un nez. Je vous raconterai bien ce qui lui est arrivé, mais c'est encore un mystère, personne ne le sait vraiment. Les sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les considérait comme les gardiens de lieux importants. Ce célèbre sphinx porte la tête du pharaon Khéphren et garde sa pyramide, face au soleil levant. Le sphinx est l'une des plus grandes et des plus anciennes statues du monde. À l'origine, il n'avait pas seulement un nez, il était aussi coloré. Les scientifiques ont découvert des traces de couleur rouge sur son visage. Il est donc fort probable que le sphinx ait été peint de cette couleur. Il y a également des traces de jaune et de bleu sur son corps. Une statue plutôt sympa. Jusqu'en 1800 environ, le sphinx était enterré jusqu'aux épaules, mais un aventurier accompagné d'une équipe de 160 hommes le déterra. Mais revenons à notre chantier. Les ouvriers avaient bien sûr besoin de blocs de pierre. Il y avait 2 endroits principaux où l'on pouvait s'en procurer. L'un d'eux se trouvait à proximité du site. Mais cette pierre jaune, tapissée de fossiles, ne convenait que pour l'intérieur de la pyramide. Les blocs de calcaire destinés à l'extérieur furent transportés sur 13 km grâce à des traîneaux de 2,5 mètres de long. Apparemment, il n'était pas trop difficile de les tirer. On mêlait de l'eau à la bonne quantité de sable, et ça glissait bien. 10 personnes suffisaient pour tirer un traîneau transportant une grosse pierre. Étonnamment, couper des blocs de calcaire n'était pas le plus difficile. Dans le sol, le calcaire est mou et peut être fendu assez facilement. Mais après avoir été exposé à l'air, il durcit. Le plus difficile fut donc de façonner tous ces blocs. Cette étape était cruciale, car la moindre imprécision pouvait entraîner l'effondrement de toute la pyramide. Bien, ces pierres calcaires étaient extraites, transportées sur un traîneau, façonnées. Et ensuite quoi ? Comment les disposer ? C'est encore un mystère. Les archéologues ont découvert les vestiges d'un système de rampes datant de l'époque de la construction des pyramides. Les historiens s'accordent donc à dire que les Égyptiens ont très probablement conçu un système unique pour déplacer et tirer ces énormes blocs. L'opinion la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide. Il y avait probablement une rampe centrale avec 2 escaliers de chaque côté, construits directement sur les pierres de la pyramide. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide s'élevait. On pense que certains ouvriers gravissaient les escaliers en tirant des pierres sur des traîneaux de bois. Mais ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. D'autres affirment que les rampes se trouvaient autour de la pyramide. D'autres encore qu'elles se trouvaient à l'intérieur. Peut-être que nous ne le saurons jamais, et que le mystère restera entier pour toujours. Le calcaire extérieur de la pyramide était poli avec du sable et de la pierre pour qu'il brille. Au sommet, il y avait un pyramidion en or et en argent, qui scintillait sur l'Égypte comme un 2e soleil. Voilà comment on occupait son temps il y a 5000 ans. Parlons maintenant de l'intérieur. Curieusement, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur de la pyramide. En très grande partie, il s'agit de pierres massives, avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un coup d'œil rapide. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend, l'autre qui monte. Ils nous mènent aux chambres. Il y en a 3 à l'intérieur. Pourquoi ? Apparemment, une chambre funéraire devait être toujours prête au cas où le pharaon aurait rendu l'âme avant la fin des travaux. À mesure que les travaux avançaient, d'autres chambres étaient reconstruites. La dernière était la principale, c'était la chambre du roi, celle où repose Khéops. C'est la plus grande pièce, au cœur de la pyramide, et un grand passage y mène. On l'utilisait probablement pour monter le granit, servant à décorer l'intérieur. On utilisa également du granit pour fabriquer 5 étages de poutres destinés à soutenir la structure. Et apparemment, ça a bien tenu étant donné que la pyramide est restée debout pendant des siècles. Malheureusement, aucune de ces chambres ne comporte de hiéroglyphes.
Si vous voulez en voir, vous devez aller voir les tombes décorées situées près des pyramides. Ces œuvres sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte ancienne. Leurs textes permettent aux chercheurs d'étudier la langue et la grammaire. Les trésors qui se trouvaient autrefois dans les pyramides ont été emportés par des pilleurs. Il existe aussi de nombreux tunnels et passages secrets à l'intérieur des pyramides. Mais aujourd'hui encore, personne n'en connaît le plan complet. Cela fait des années que les scientifiques envoient des robots munis de caméras à l'intérieur. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Aujourd'hui, ils se servent de rayons X pour scanner les pyramides de l'extérieur, sans entrer. Alors oui, les anciens Égyptiens ont bien créé un mystère que personne n'a réussi à percer en 5000 ans. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres.
Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il créait des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui.